La Casemag. Du débat et le pouls de notre société entre midi et 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Casemag. Le vendredi, la star, c'est le patrimoine naturel calédonien. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles de la santé de nos forêts, en particulier celles qui poussent sur nos sols miniers et qui ont parfois bien du mal à défendre leur territoire. C'est le projet Relique qui s'y intéresse tout de suite dans À nos trésors. La Casemag. Le vendredi, avec À nos trésors. Et pour nous parler de ce projet Relique sur la fragmentation de nos forêts, porté par le CIRAD et l'IRD, je reçois Vanessa Eke. Elle est botaniste à l'IRD. Bonjour Vanessa. Bonjour Marilyn. Nous avons également Philippe Birnbaum à ses côtés. Il est écologue au CIRAD. Bonjour Philippe. Bonjour Marilyn. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le projet Relique, il traite de la fragmentation de nos forêts sur sol minier. Mais au fait, c'est quoi la fragmentation ? Philippe. Alors, la fragmentation, si je veux être simple, c'est simplement le fait de découper une forêt en petits morceaux. Et donc, plutôt que d'avoir une grande superficie de forêt, on a une somme de petits confettis qui sont les uns à côté des autres. La question qui se pose principalement, c'est est-ce que c'est juste une perte de la forêt qui compte, ou est-ce que le fait de l'avoir décomposé en petits morceaux va induire une modification, par exemple des transferts de graines, des transferts d'oiseaux, de toute la faune et la flore qui est associée avec ces morceaux. Donc notre projet, c'est vraiment de travailler sur l'influence de cette fragmentation au-delà de simplement le décapage d'une zone. Alors comment ça se fait qu'elle soit fragmentée parce que c'est quelle forêt déjà auquel vous intéressez ? Dans ce projet Relique, on va s'intéresser particulièrement aux forêts ultramafiques qui finalement ont perdu beaucoup de surface. Donc c'est toutes celles qui sont là où il y a de la mine en fait. Sur le sol minier, ouais, c'est les forêts qui sont sur sol minier. Donc qui vont être assez différentes au niveau de la flore, en tout cas des espèces qu'on y trouve, qui vont être assez différentes des forêts qu'on trouve sur sol non minier. Et donc cette étude Relique va s'intéresser particulièrement à la fragmentation de ces forêts et à ce que cette fragmentation va poser comme problème au niveau du fonctionnement des forêts. Alors je croyais que sur sol minier on n'avait que du maquis minier. C'est une forêt le maquis minier ? Alors non, c'est la plupart du temps le maquis minier, c'est une ancienne forêt qui a été dégradée et qui repousse sur un substrat qui a un manque énorme de sol, avec donc des problèmes de circulation d'eau et de quantité de sol. Donc la végétation, elle est souvent de type arbre, c'est comme les arbres qu'on trouve en forêt, mais en version naine. Et donc ça fait un maquis, et on appelle ça un maquis minier parce que c'est un maquis qui pousse sur substrat minier, mais à l'origine c'est bien souvent des forêts. Et donc là les arbres n'ont pas assez de nutriments par exemple pour pousser à une taille d'arbre respectable on va dire, mais avant c'était le cas ? C'est tout un mélange de choses parce que c'est pas aussi simple que ça. Globalement un arbre il a aucune raison de pousser très grand lorsque la végétation est basse, donc tout le monde pousse en même temps. Et pourquoi les arbres poussent ? C'est pour aller chercher de la lumière. Donc dans un maquis minier qui fait 1 mètre de haut, il y a aucune raison qu'une espèce grimpe jusqu'à 4, 5, 10 mètres, ça n'a aucun intérêt. Donc toute cette végétation va grandir en même temps au fur et à mesure qu'il y a des ressources suffisantes pour leur permettre d'acquérir de la biomasse. Donc c'est pas individu par individu, c'est vraiment le milieu qui progresse. Alors cette conversion, parce qu'on appelle ça une conversion d'écosystème, depuis une forêt jusqu'à un maquis, ça résulte de toute l'histoire de la Calédonie. Donc même si ça pousse sur substrat ultramafique, on a bien montré par exemple que dans le sud, c'est aussi très dépendant, très en lien avec l'exploitation forestière qu'il y a eu au début du XXe siècle. C'est pas uniquement le secteur minier. Donc il faut pas faire d'amalgame forcément automatiquement entre le secteur minier, les mines et les maquis et la déforestation. Alors où est-ce qu'aujourd'hui il reste vraiment des forêts sur sol minier ? Il y a encore heureusement, il y en a un petit peu dispersés dans la Calédonie, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins sur les massifs miniers que sur les massifs qui sont non miniers. Dans le sud, on a encore quelques beaux blocs. Toute la partie du parc de la Rivière Bleue. Bon, ça c'est quand même un beau bloc continu. Donc on a encore de la forêt. Ça c'est un exemple de forêt sur sol ultramafique, c'est-à-dire sur sol minier. Ouais. Le parc de la Rivière Bleue. Alors le parc de la Rivière Bleue, juste pour rigoler, c'est à la fois une réserve, c'est un parc,
Et c'est aussi une concession minière. Donc les deux se superposent. Donc pour l'instant, c'est la notion de parc qui gagne, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est définitif. Ah, ça c'est des choses qui peuvent être remises en question. C'est-à-dire comme il y a une concession dans le parc de la Rivière Bleue, un jour on peut se dire bon bah maintenant on a besoin d'exploiter le parc. Alors... Là ça nous dépasse un petit peu. Je pense qu'on peut pas parler de ça. On n'en sait rien. Je pense pas que c'est les botanistes et les écologues qui peuvent définir ça, parce que nous, dans notre sens, ça serait bien évidemment sens interdit. C'est ça, on protège le parc. Et donc ce parc, par exemple, ça permet de protéger une forêt qui est continue, enfin qui est un gros bloc, comme vous disiez, de forêt, alors qu'à des endroits où elle n'est pas protégée, avec de l'exploitation, par exemple, ça fait des confettis, comme vous disiez. Oui, alors les confettis sont le résultat de beaucoup de choses, parce que par exemple il y a eu la prospection minière au départ qui a eu besoin d'aller chercher là où étaient les zones de nickel, donc ça a fait effectivement beaucoup de pistes, beaucoup de routes, et donc toutes ces pistes qui ont été faites participent à ce morcellement de ce gros ensemble forestier. Rien que le fait d'avoir une piste, une route, d'avoir défriché, ça fait une fragmentation de la forêt. Voilà, qui peut avoir des conséquences. Alors, ça a des conséquences. Ça a été montré, mais ces conséquences-là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas juste une fois que le bulldozer est passé, c'est pas juste on a perdu de la forêt. On estime qu'il faut une centaine d'années, à peu près, pour que la forêt intègre cette perturbation dans son fonctionnement. Et en réalité, il y a des arbres qui vont mourir, il y en a de nouveaux qui vont s'installer, donc ça veut pas dire que la forêt disparaît, mais elle se convertit, elle change, pour être adapté à ces nouvelles conditions de l'environnement qui est liée à la proximité d'une piste, parce que un arbre qui a poussé en plein milieu de la forêt, du jour au lendemain il se retrouve à côté d'une piste, c'est pas du tout le même environnement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? C'est les conditions de lumière qui changent? En fait, la forêt c'est un milieu qui est relativement tamponné, ce qu'on imagine facilement et ce qu'on ressent facilement tout simplement quand on va se promener en forêt. Alors tamponné, ça veut dire quoi? Tamponné, c'est-à-dire qu'on va avoir des conditions de température et d'humidité qui sont beaucoup plus modérées qu'à l'extérieur, et on le sent bien quand on se promène, parce que quand on marche dans un maquis et puis que d'un seul coup en plein été, si on se promène dans un maquis et puis que d'un seul coup on rentre dans une forêt, on va sentir que immédiatement la température va baisser de manière assez évidente, et puis on va avoir plus d'humidité, on va avoir moins de vent, et ça c'est des choses auxquelles les arbres sont très sensibles. Donc c'est la forêt qui se crée une espèce de microclimat au sein vraiment du bloc, quoi. C'est pas la forêt qui se crée, mais la forêt est un microclimat en soi. Donc on a ce qu'on appelle la canopée. Donc c'est le haut de la forêt, c'est un peu comme un toit d'une maison. Et puis ensuite on a les murs, comme ce qu'on appelle la lisière forestière. Et c'est un peu donc comme une mur d'une maison. Et donc forcément à l'intérieur de cette maison, on a des conditions d'environnement qui sont, disons comme disait Vanessa, beaucoup plus régulées par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc on va pas avoir les variations ultra brutale qui peut se passer entre le matin et le midi, par exemple, ou entre la saison sèche et la saison humide. Ce qui fait que à l'intérieur de cette maison, il y a des espèces, qu'elles soient végétales mais aussi animales, bien entendu, aussi des bactéries, des virus, tout ce que l'on veut. Il y a une faune et une flore qui se déploient et qui est totalement dépendante finalement de ce climat, et qui ne peut pas survivre la tête au soleil. Et donc du coup c'est ça qu'on appelle l'effet lisière, c'est que du coup on a beaucoup de murs d'un coup dans notre maison, alors qu'avant on avait un grand loft où tout était équilibré, alors on se retrouve avec plein de murs. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait quand on crée une nouvelle lisière, on va laisser pénétrer plus de vent, plus de lumière, plus de sécheresse, et en fait ces conditions-là vont affecter les arbres, et ce milieu qui va être plus sec va aussi laisser plus facilement passer les feux, par exemple, puisque ça va dessécher la litière. Il y a des arbres qui vont mourir parce que justement les arbres qui ont besoin de ce climat beaucoup plus humide et qui vont être affectés, il va y avoir un certain nombre d'arbres qui vont mourir. Donc cette perturbation-là peut être tellement forte que ça peut créer la mort d'autres arbres, pas ceux qui ont été enlevés par la piste. Oui, absolument, longtemps après. Ouais. C'est connu dans le monde entier que, par exemple, en Amazonie, on sait que jusqu'à 300 mètres de profondeur en la forêt, les plus grands arbres ont 2 fois plus de chances de mourir, enfin de chance ou de malchance, mais de probabilité de mourir, simplement parce qu'il y a un effet biomécanique lié au vent. S'il y a une piste à côté, jusqu'à 200 mètres dans la forêt, jusqu'à 300 mètres, en tout cas, on sait que le vent va influencer énormément, puisque un arbre, en fait, si on regarde vraiment un arbre, il n'est pas dans une structure qui lui permet de tenir. En gros, c'est un espèce de petit tronc avec une grosse couronne en haut. Si vous mettez ça dans plein air, ça tient pas. Un premier coup de vent, l'arbre il tombe. Il ne tient que parce que il est mêlé avec les autres arbres dans la canopée. Ça lui permet d'avoir une structure qui bouge
tous ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de biomécanique extrêmement bien construit. Le vent glisse sur la canopée, sa puissance est ralentie. Enfin, donc il y a un phénomène comme ça de la communauté qui va gérer finalement le climat. Mais si un tel arbre se retrouve tout d'un coup à la lisière, donc au niveau de ce mur, dans une interface où tout d'un coup c'est humide d'un côté et c'est sec de l'autre avec un vent latéral qui arrive, l'arbre il a aucune chance de résister. Donc on sait que ces arbres qui sont des gros arbres qui sont installés là, ils vont pas mourir tout de suite quand le bulldozer va passer. Ils vont survivre, ils vont lutter contre la mort progressivement jusqu'à un moment donné laisser leur place. Mais c'est évident qu'ils sont pas adaptés à ce milieu-là. Ils auraient pas poussé spontanément, eux, dans cet environnement si on leur avait prévenu dès le départ qu'ils allaient se retrouver. Dans 20 ans, il y aura un autoroute à côté de ta maison. Voilà, non, et puis ces lisières, elles vont aussi faciliter la pénétration d'espèces envahissantes. Bon, ça c'est un autre problème qu'on va avoir aussi ici en Nouvelle-Calédonie, mais voilà, on sait que les cerfs aiment bien ces milieux de lisière parce qu'ils aiment bien les prairies les savanes dans lesquelles ils vont pouvoir brouter, puis ils aiment bien aller se mettre à l'abri dans la forêt. Et donc ça va faire encore des points d'entrée. C'est des points d'entrée pour le vent, c'est des points d'entrée pour la sécheresse, et c'est aussi des points d'entrée pour les espèces envahissantes. Donc c'est vraiment des zones qui vont augmenter la fragilité de nos forêts. Et comme on a cette tendance justement à ce que la forêt soit de plus en plus morcelée, on a ces surfaces de lisière qui augmentent chaque année, en fait. En fait, il faut voir que c'est une espèce de compromis. Cette lisière, c'est à la fois quelque chose de très positif parce qu'il y a un peu plus de lumière et donc c'est là où il va y avoir de la plantule, c'est là où ça va pousser. Ça va permettre aux jeunes plantes d'avoir plus de lumière et de se lancer. Voilà, c'est là où la forêt va gagner, en fait, va regagner sur l'environnement, et c'est en même temps, comme le dit Vanessa, c'est une porte d'entrée des menaces, qu'elles soient le vent, le feu, les cerfs, tous ces éléments qui vont venir perturber la forêt, ils vont rentrer par ces interfaces. Donc une forêt, en fait, c'est un bon compromis normalement entre une grosse superficie comme tu disais, le loft, quoi, et puis un linéaire, donc un nombre de kilomètres de murs qui est relativement restreint. Donc le but, c'est d'arriver à avoir toujours une espèce de combinaison à peu près équilibrée entre ce qui correspond au mur et ce qui correspond au cœur de la forêt. Et c'est mathématique. Plus on décompose la forêt, plus on augmente la forêt de lisière, et plus on fait un déséquilibre entre cette forêt qu'on appelle, nous, forêt de cœur, par rapport à ce qu'on appelle la forêt de lisière, jusqu'à des points où on n'a plus que de la forêt de lisière. Merci beaucoup Philippe Birnbaum. Je rappelle que vous êtes écologue au CIRAD. On a également Vanessa Eke, botaniste à l'IRD. On va faire... Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes dans À nos trésors. On parle de la fragmentation de nos forêts sur sol minier en ce moment avec Philippe Birnbaum qui est écologue à l'IRD et Vanessa Eke, écologue au CIRAD, et Vanessa Eke, botaniste à l'IRD. Nos forêts, du coup, secondaires qui sont maintenant fragmentées avec un petit peu des pistes qui passent un petit peu au milieu de tout, qui ont été déforestées, qui ont été supprimées parfois par l'exploitation minière. Donc on se retrouve avec des lisières un peu partout plutôt que nos belles forêts qui couvrent de grandes surfaces avec leur petit microclimat à elles. Alors quelle part il reste justement de ces forêts intactes un peu? Est-ce qu'il en reste des forêts intactes en Calédonie qui n'ont pas été touchées par l'homme? Oui, il en reste. Et après, il faut juste dire que cette question de fragmentation, elle n'est pas uniquement liée au substrat ultramafique. Ça touche l'intégralité des forêts par les actions d'agriculture, d'infrastructure, les routes, tout ce qu'on veut. Mais bien entendu, il reste des forêts. Mais au fur et à mesure de ce que l'on se rend compte, en fait, c'est que la forêt, elle est maintenant une forêt d'altitude. C'est-à-dire que là où on va trouver des belles forêts, en fait, c'est là où l'homme ne peut pas vraiment accéder, donc dans des montagnes un peu compliquées de la chaîne centrale. Donc là, on est plutôt face, quand on regarde, on est plutôt face à des forêts qui sont plutôt saines, plutôt en bon état. Alors évidemment, il y a le cerf qui passe, qui peut influencer la régénération, mais la forêt, il faut qu'elle fonctionne avec ça. Elle intègre évidemment ce fonctionnement. Elle est résiliente par rapport au passage du cerf, elle s'en remet. C'est-à-dire que la forêt en soi, il faut pas considérer que c'est quelque chose de statique. Il n'y a pas toujours le même nombre d'espèces. La forêt de Calédonie, elle a subi des élévations de température de plus 10 degrés dans son histoire. Elle a eu des sécheresses énormes. Donc il y a des espèces qui disparaissent, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Donc
qu'il y a des changements. Donc je veux pas dire qu'elle est résiliente par rapport au cerf, mais elle va fonctionner avec le cerf. Le cerf va devenir un élément qui va faire fonctionner l'écosystème. Il faut s'attendre, à moins qu'on arrive à éradiquer le cerf de Nouvelle-Calédonie, mais ce qui n'est pas forcément souhaité par tout le monde, il faut attendre à ce que cette forêt fonctionne avec un prédateur herbivore qui est le cerf. Il y en a plein de forêts dans le monde qui fonctionnent avec des herbivores. Et ça, c'est dans les forêts qui sont en bonne santé, parce que quand il nous reste des petits reliquats de forêts sèches à Deva, avec en plus du cerf par-dessus, ça commence à devenir compliqué. Tout à fait. Non, mais là, on est bien dans cette notion de fragmentation. À un moment donné, ce rapport entre, comme on disait tout à l'heure, la forêt de cœur et la forêt de lisière va faire que, d'une certaine manière, ça donne la trajectoire du futur de cette forêt. On voit très bien, quand on fait des modélisations, on peut faire des modélisations comme pour le climat, c'est-à-dire prévoir quelles seront les forêts en 2050 ou en 2100 en Nouvelle-Calédonie. On voit bien que ce qui est vraiment grignoté systématiquement, c'est autour de ces lisières. Donc, quand on n'a plus qu'un petit fragment qui fait 100 mètres sur 100 mètres, évidemment, il a peu de chances de devenir une grande forêt, ni d'attirer les animaux, ni d'attirer les autres espèces. Et donc, finalement, il y a une décomposition progressive de ce milieu-là. Mais c'est pas parce que ces forêts-là disparaissent que la forêt disparaît en elle-même. On reste quand même avec des grandes forêts de la chaîne. Mais là où on avait une forêt quasiment continue, on va dire, en Nouvelle-Calédonie avant l'arrivée de l'homme, aujourd'hui, on a plutôt une forêt d'altitude. Et alors, quels sont vos terrains d'études pour ce projet Relique ? Est-ce que vous allez voir un peu partout sur les sols ultramafiques ou c'est des spots particuliers que vous étudiez ? Ouais, pour Relique, là, on va travailler sur l'ensemble des forêts ultramafiques de toute la Grande Terre, en tout cas. Après, par le passé, on a travaillé plutôt dans le Grand Sud. Et c'est vrai que voilà, dans le Grand Sud, ce qu'on observe quand on regarde les documents historiques, c'est que on est parti d'un gros bloc forestier avec des inclusions de maquis, et aujourd'hui, on a plutôt une tendance inverse avec un énorme maquis avec des petites inclusions de forêt, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on a observé dans le Grand Sud. Après, il y a pas mal d'endroits aussi dans le Nord où, je veux dire, sur la Thiébagui, il y a pas mal d'endroits où on a perdu déjà beaucoup de forêts, quoi. Donc heureusement, il en reste encore, mais c'est clair que sur les sols miniers, on a perdu beaucoup de forêts. Ouais. Alors, parce qu'on rappelle, le maquis, c'est un petit peu la forêt dégradée, c'est ce qui repousse après qu'on ait plus de forêt sur les sols miniers. En fait, la forêt, elle a une capacité de résilience. Hein, tu posais la question tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a une capacité de résilience absolument incroyable. Et c'est vrai que. Est-ce qu'on peut juste redéfinir résilience, peut-être pour les auditeurs qui. Dans ce cas-là, elle a une capacité de se régénérer. C'est-à-dire que la forêt sait se régénérer après un feu, elle est capable de repousser, mais il faut pour ça lui laisser le temps, parce qu'en fait ici, et tout particulièrement si on parle des sols miniers, c'est des processus qui sont très longs. C'est-à-dire que si on veut passer d'un maquis, si on imagine qu'il y a eu un grand feu ou qu'il y a eu plusieurs feux, que la forêt a disparu. Ce qui repousse après, on a beaucoup de feux en Calédonie, ce qui repousse après, c'est pas ce qu'il y avait avant. Ça demande un certain temps, donc ça peut retendre. Si on a à proximité une forêt qui va pouvoir apporter les graines nécessaires à recoloniser l'espace, on va pouvoir retendre vers un paysage forestier, mais par contre ça va prendre énormément de temps. Énormément de temps, c'est quoi, plusieurs dizaines d'années ? Oui, on a des évaluations comme ça. On sait que pour les forêts qui sont ce qu'on appelle les paraforestiers, donc ces maquis les plus hauts possibles qui font déjà plusieurs mètres, dans lesquels on a déjà de l'ombre. On sait que pour passer à l'état de forêt, il faut compter à peu près 250 ans. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que quand on est au stade maquis, il faut plutôt compter à peu près 500 ans. Et lorsqu'on est sur un sol décapé, on est plutôt autour de 3 à 4 000 ans. Ah oui, donc pour nous, c'est foutu, quoi. Pour nous, oui. Nous individuels, oui, c'est sûr. Jamais pour l'humanité, non. Sur un maquis, c'est impossible. Et pour la Calédonie, voilà, c'est pas impossible. La forêt, comme je dis souvent, la forêt n'est pas rancunière. Donc la forêt, c'est juste une histoire de temps. Elle repoussera sur les endroits où on l'a éradiquée intégralement. On le voit ailleurs dans le monde. On le voit ici en Nouvelle-Calédonie aussi, parce qu'on s'intéresse très souvent en Nouvelle-Calédonie à ce qui disparaît. Mais quand on commence à regarder les images anciennes et les images actuelles, on voit aussi des endroits où la forêt a regagné spontanément. Donc l'état, en fait, de ce que l'on voit de la cartographie, c'est jamais quelque chose de figé. Et donc la forêt, c'est quelque chose qui évolue, qui est dynamique, qui se contracte, qui se dilate, qui se change, qui grandit, qui diminue. Et tout ça s'adapte avec les conditions de l'environnement. Ce qu'on disait tout à l'heure, le maquis, s'il est petit, c'est parce que les ressources ne permettent pas d'avoir des grands arbres. Mais c'est que de la flexibilité comme ça dans le temps, quoi. Donc le problème, c'est que c'est difficile pour nous, avec nos durées de vie très courtes,
de se dire bon bah voilà, là autant on voit très très bien que la forêt a disparu parce que quand on était jeune il y avait de la forêt, aujourd'hui il y en a plus, mais par contre c'est très difficile de voir l'inverse, c'est-à-dire de voir un endroit où il n'y avait pas de forêt, puis maintenant de notre vivant de voir la forêt se réinstaller parce que c'est beaucoup plus long. Mais si on prend l'échelle de l'humanité, ça pose pas de problème. Et par contre, ce qu'on essaye de faire passer aussi aujourd'hui comme message, parce que c'est vrai que pendant longtemps on a considéré la forêt, alors ce qu'on appelait de la forêt mature, donc de la forêt avec des kaoris, avec des espèces un petit peu nobles, comme étant vraiment ce qui était digne d'intérêt, et puis le reste était appelé du paraforestier ou voilà des maquis arbustifs, et donc sous-entendu que ça avait moins d'importance. Et en fait, si on regarde les choses comme si on regarde la temporalité, à savoir que bah voilà, il faut passer par un maquis, puis par un maquis arbustif, puis par ce qu'on a appelé des formations paraforestières avant d'arriver à une forêt. Ce qu'on appelle des formations paraforestières, donc des forêts à gymnostomats, des choses comme ça, en fait on est très proche de la forêt. Quand on a un milieu comme ça veut dire que en quelques dizaines d'années on peut passer à une forêt, et on s'en rend compte parce que quand on chemine sous ce type de formation, on va se rendre compte que toutes les espèces de forêt sont déjà présentes. Petite, alors elles ont pas encore transpercé, enfin elles n'ont pas encore passé la canopée, elles se sont pas installées. Par contre, on voit que c'est de la forêt en devenir. Donc, sous ces gymnostomas qui vont sembler assez monospécifiques, on va avoir l'impression que c'est... Les gymnostomas, ils ressemblent à quoi ? C'est les bois de fer du Sud. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bois de fer du Sud. Donc, ça peut paraître assez monotone et assez pauvre. Et en fait, si on se promène en dessous, on va se rendre compte que toutes les espèces forestières sont déjà là. Donc, il faut valoriser ces milieux-là. C'est une nurserie, quoi. Voilà, exactement. C'est des pépinières dans lesquelles les espèces sont déjà installées, surtout quand c'est à proximité de zones forestières et que le flux de graines a été amené, quoi. Je pense que c'est ça là où on va rejoindre la fragmentation, c'est qu'évidemment ces jeunes forêts, si elles sont abandonnées au milieu d'une zone où il n'y a pas du tout de forêt, il n'y a pas de manière de faire venir des graines, elles sont déjà ignorées par la faune, donc les oiseaux, les roussettes ne viennent pas, elles vont pas verser des nouvelles graines, et du coup la probabilité qu'une graine vienne s'installer dans cette petite zone isolée, par exemple, elle est très faible. Donc l'effet pépinière, il est sans aucun doute quand on est proche d'une forêt bien constituée. À ce moment-là, c'est des flux de graines, des milliers de graines qui vont arriver dans ces jeunes forêts, elles vont s'enrichir plus vite, quoi. Donc le temps de conversion vers l'état forêt définitif va être plus court lorsqu'on est très proche d'un réservoir forestier. Donc une forêt, des forêts fragmentées qui sont proches de gros blocs de forêt a beaucoup plus de chances de se rétablir plus vite que des forêts complètement isolées dans leur coin et des petits bouts. Absolument, parce qu'il y a aussi justement tout l'effet des animaux qui vont être, eux, dans le bloc de forêt mature et qui vont pouvoir facilement passer dans un bloc de forêt secondaire si c'est à proximité. Mais par contre, on imagine que pour un autou, par exemple, traverser des kilomètres de savane avec des routes, avec des zones qui ont été brûlées pour aller accéder à un tout petit patch forestier, il y a très peu de chances qu'il ait envie d'y aller, en tout cas. Donc c'est ça le problème de la fragmentation, c'est qu'en fait ça va couper la possibilité de pollinisation, de dispersion, d'arrivée de nouvelles graines. Alors dans ce cas-là, parce que le projet Relique, c'est aussi identifier des endroits pour la conservation de cette forêt, pour la protection de cette forêt. Est-ce que vous allez plutôt protéger ces forêts qui sont proches des gros blocs de forêt qui ont une chance de s'en remettre et laisser tomber celles qui sont isolées en disant bon celles-là de toute façon on les sacrifie, ou au contraire vous allez essayer de protéger au maximum les petits bouts en espérant que ça reparte? Alors nous déjà, on va pas faire de la protection, on va plutôt faire des recommandations qui permettront à des gens qui sont liés à la conservation et de travailler sur ce renforcement. Il est clair que de toute façon, on ne peut pas mentir sur la question. Ces petits blocs forestiers qui sont isolés, ça demanderait une énergie et donc forcément beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à les retransformer, à les reconnecter avec ces grands réservoirs forestiers, et que quelque part, pour un franc investi, il est peut-être plus rentable de travailler sur ces forêts qui sont à proximité de ces zones de réservoirs forestiers. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. On va pas travailler que sur de la distance, puisque évidemment, il y a des forêts avec des espèces extrêmement patrimoniales pour la Nouvelle-Calédonie qui doivent être maintenues et renforcées, notamment sur les sommets des substrats ultramafiques qui vont être un peu isolés au sein d'une île. Donc on a une flore un peu particulière sur ces sommets qui va pas être la flore de tout venant de basse altitude. Donc il est clair que sur ces petits sommets-là, on a de toute façon des patchs forestiers qui sont très petits parce que les sommets eux-mêmes sont petits, et que là l'idée ça va être plutôt de proposer des schémas de renforcement des lisières pour arriver à terme à ce qu'on diminue finalement la proportion de lisières par rapport à la forêt de cœur, et avec une
un objectif, bien évidemment, c'est que ce soit la forêt qui fasse le travail le plus possible, quoi. Donc c'est lui donner les capacités de faire son travail. Alors comment on fait pour donner à une forêt les capacités de faire son travail ? Alors c'est plutôt de voir déjà l'organisation actuelle du paysage tel qu'il est, donc effectivement faire des inventaires forestiers sur le terrain pour voir quelles sont les espèces, parce que tous les milieux ne sont pas composés des mêmes espèces. C'est ce que vous faites concrètement dans Reliques aujourd'hui, c'est des inventaires forestiers ? Alors c'est pas que ça, on a toute une composante d'abord de cartographie, donc on utilise les derniers satellites Sentinelle pour pouvoir faire des suivis de végétation, mais aussi pour faire des analyses un peu de la diversité, de la composition. Très difficile de voir les espèces à partir des images satellites, mais en tout cas on peut voir si les milieux sont riches ou pauvres ou diversifiés. Donc ça c'est déjà des informations qui sont très utiles. On utilise aussi des lidars. Donc ça c'est des lasers en 3 dimensions qui sont mis sous un drone, qui nous permettent de reconstruire une forêt quasiment en 3 dimensions avec le sous-bois, la canopée, l'intérieur du volume forestier, ce qui va nous permettre d'avoir sur des grandes superficies, bien plus que celles que l'on pourrait nous explorer avec notre petite jambe, avoir une image du volume forestier. C'est ce volume forestier qui va être important pour savoir finalement où on peut donner des recommandations quant à au renforcement de ces lisières par exemple, ou la connexion qui peut se passer avec les autres patchs. Donc on a ces informations-là, mais après évidemment il faut faire des analyses sur le sol aussi direct. Donc on fait des inventaires forestiers. Et pour avoir une meilleure compréhension finalement de ces effets de lisière, on va installer toute une série de petites stations capteurs météo, température, humidité, qui enregistrent des valeurs toutes les minutes. On va laisser ça pendant une année à peu près pour avoir en fait une idée du climat de sous-bois. En partant du principe, évidemment, comme on avait dit au début de l'émission, que lorsque l'on arrive vers un milieu tamponné, avec des variances de climat qui sont plus faibles, et ben à ce moment-là, on a des conditions qui vont permettre de maximiser la diversité des espèces. Et donc là, on va trouver des conditions qui vont favoriser le déploiement de plein d'espèces différentes. Et quand on est plutôt dans les milieux arides, secs, c'est-à-dire ce que nous on appelle les effets de lisière, évidemment en Calédonie il y a des espèces qui sont capables de pousser là-dedans. Vanessa parlait des gymnostomas, il y en a d'autres, mais le panel de ces espèces-là est beaucoup plus faible. Donc il faut compter sur elles. C'est pour ça que le gymnostoma n'est pas moins important qu'un kaori, parce que le gymnostoma va faire venir le kaori, et que donc on peut pas passer d'une étape de sol nu et planter un kaori qui va pousser dedans. Il faut qu'on arrive à penser que ces jeunes forêts sont les forêts du futur, comme disait Vanessa. C'est un peu... Moi, je prends toujours l'image, c'est un peu comme si on prenait dans une ville et qu'on considérait que seuls les adultes qui travaillent ont un intérêt. Et ça paraît très bizarre, alors qu'en réalité, on a besoin de toute cette évolution. Il y a aussi des vieux arbres qui vont mourir en forêt, qui sont très utiles, parce qu'ils vont créer des modifications de conditions lumineuses, et les jeunes plantules vont pouvoir s'installer. Donc, c'est tout le cycle de la vie de la forêt qu'il faut maintenir, et c'est pas de définir une classification en disant, toi, on te garde, et toi, on te garde pas. C'est un peu ces recommandations qu'on essaye de faire auprès des services miniers, mais aussi des services environnementaux, des collectivités. Alors, les objectifs de ce projet Reliques, c'est de donner des recommandations à ces organismes-là. C'est pas l'objectif principal. Disons que ça va être le volet un petit peu final de l'étude. Là, ce qu'on aimerait surtout réussir à définir, c'est connaître justement les effets et la profondeur de ces effets de lisière sur nos forêts de Calédonie, parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui ont été étudiées. On a des informations. Philippe donnait des distances là en disant que voilà, on sait que ça peut avoir des effets jusqu'à 300 mètres. Nous ici, on a ça c'est vu fait ailleurs, dans d'autres pays. Ailleurs. Ouais, ça a été fait dans d'autres pays. En fait, nous, on a eu. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait déjà travaillé dans le Grand Sud. On a commencé à voir justement les effets lisières, mais c'était une étude qui ne portait pas spécifiquement sur cet effet lisière. On a vu des effets jusqu'à 100 mètres à l'intérieur de la lisière, mais on n'a pas cherché plus avant. Et là, ce qu'on aimerait, c'est avoir vraiment une idée claire de la profondeur des effets de lisière qu'on a ici sur nos forêts, quoi, de manière à mieux comprendre justement l'impact que ça peut avoir. Et c'est ça qui va nous aider peut-être à formuler des recommandations par la suite. Mais il faut déjà qu'on sache exactement quels sont les effets de ces lisières sur notre environnement qui est particulier. Nos forêts, on sait qu'elles sont pas pareilles, elles n'ont pas la même structure que des forêts en Afrique ou que des forêts en Amazonie. Et donc, surtout sur sol minier. Hein. Avec ces spécificités effectivement de sol qui sont vraiment très particulières. Donc c'est important justement qu'on comprenne comment est-ce que notre système à nous fonctionne pour pouvoir éventuellement émettre des recommandations. Mais dans un premier temps, ça va plutôt être de mieux comprendre ce qui se passe chez nous.
Et donc du coup, si je résume, vous allez cartographier les forêts pour avoir une idée déjà de la fragmentation. Ensuite, vous allez utiliser les drones pour avoir une idée de la densité de ce couvert forestier, du volume de forêt, à savoir est-ce qu'on a justement une forêt qui est bien dense et qui est bien riche, en bon état de santé, même si vous pouvez pas voir les espèces, et les endroits où c'est plus dispersé, disséminé, donc c'est un autre type de forêt peut-être qui est en train de se reconstruire. Et après, vous allez compléter avec des analyses de climat, enfin de conditions environnementales, sécheresse, humidité, vent aussi. Non, température, humidité. Après, le vent, on le simule en fait par rapport, comme on a des données lidar extrêmement précises, puisque c'est au centimètre. C'est les lasers, lidar. Ça permet de refaire la forêt en 3D, en 3 dimensions. Et donc de vraiment savoir quelles forêts sont dispersées, disséminées, moins denses, sont en reconstruction. Ça nous donne la structure en 3D. Donc on va avoir les trouées de lumière. C'est comme si vous regardiez la forêt comme si vous étiez. Exactement. Oui, voilà. C'est comme si on y était. Non, c'est impressionnant. Enfin, faut quand même le lancer, le drone, donc vous allez quand même aller devoir vous balader pas mal. Oui, bien sûr. Ah, oui, après, il y a encore une autre partie aussi sur laquelle on veut travailler, c'est sur la bioacoustique. Et donc, l'idée étant c'est une sorte d'indicateur intégré. Alors, c'est un peu nouveau pour la Nouvelle-Calédonie. C'est d'enregistrer les bruits de la forêt. Et donc, les bruits veut dire les animaux, essentiellement les insectes, en fait, en Nouvelle-Calédonie, et d'avoir une idée si justement cet effet de lisière va induire aussi un effet sur la faune. Et donc sur sa densité, notamment, on sait, ça c'est des hypothèses qui sont plus que des hypothèses, on sait que les fourmis électriques vont rentrer par ces lisières, donc elles sont extrêmement colonisatrices de ces forêts de lisière. Donc c'est encore une espèce envahissante qui rentre par ces forêts dégradées. Toujours pareil, par ces forêts de lisière. Alors il ne faut pas forcément appeler ça une forêt dégradée, parce que la lisière elle est naturelle. Un mur, c'est un mur, toutes les forêts ont un mur, c'est juste que c'est la densité, l'augmentation de ce périmètre de mur qui est grave pour la forêt, mais c'est pas la notion de ces zones-là, c'est vraiment c'est naturel, et c'est comme ça que la forêt grandit, c'est comme ça que la forêt génère une régulation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est exactement comme la membrane d'une cellule. La membrane d'une cellule, elle est là, elle est différente de la cellule, elle est différente de l'extérieur, mais elle est là pour gérer les entrées-sorties. Et ben c'est à peu près ça, la forêt de lisière, elle va permettre ce genre de truc. Alors évidemment, il y a des fourmis électriques, elles rentrent, elles demandent pas l'autorisation, mais elles vont trouver les conditions, parce que c'est un peu plus sec, c'est un peu plus lumineux, elles vont trouver les conditions qui correspondent à leur écologie, alors qu'elles pourraient pas aller dans les milieux plus des forêts de cœur très humides. Donc la bioacoustique, l'idée c'est d'avoir une espèce d'indicateur intégré de cette faune qui est compliqué à mesurer pour avoir vraiment des valeurs quantifiées. Donc on passe vers ces éléments-là. Donc on joue avec beaucoup de paramètres. Et les inventaires forestiers. Et les inventaires forestiers et tout ça, pour voir un peu quelles sont les espèces qui perdurent, celles qui sont plutôt inféodées à ces forêts de lisière, de celles qui sont plutôt inféodées à ces forêts de cœur. Et donc c'est des questions qui sont compliquées ici en Calédonie, parce que on a une flore qui est très diversifiée. Et donc du coup, c'est pas qu'une histoire d'espèces, c'est aussi une histoire de morphologie. Et donc par exemple des plantes avec des très grandes feuilles, elles peuvent pas pousser en bord de lisière, parce que la feuille fait une sorte de panneau solaire, et donc un panneau d'évaporation d'eau qui fait que dans ces milieux très arides, ces plantes-là ne peuvent pas survivre. Donc il y a à la fois la morphologie, la taxonomie, il y a à la fois la faune, il y a à la fois la structure canopée et climat de sous-bois, qui vont nous permettre de créer des vrais indicateurs, comme disait Vanessa, pour aller explorer un peu plus profondément ces effets de lisière et de voir s'ils sont standardisés, c'est-à-dire est-ce qu'on est à une distance de 100 mètres comme on a trouvé et partout en Calédonie ça s'applique. Sur tous les types de forêts. Voilà. Ou est-ce que cet effet de lisière va être variable, c'est ce qu'on suppose, parce que lorsqu'on va arriver en altitude, par exemple au-delà de 1000 mètres, on a des conditions beaucoup plus humides, on a une humidité dans l'air qui va compenser finalement ce que la forêt arrive à faire en tant que zone tampon. Donc c'est un peu d'essayer d'avoir un diagnostic comme ça à l'échelle de la Calédonie, avec un focus sur les substrats miniers, pour voir l'effet de la fragmentation réellement sur la biodiversité, et comment on peut contrer ça par un plan de restauration de cet équilibre entre la forêt de lisière et la forêt de cœur. C'est vraiment ça qui est important. On ne pourra pas lutter contre la forêt de lisière, elle est importante pour que la forêt puisse gagner, mais il faut arriver à regagner, à modifier cet équilibre. En tout cas, quand on vous écoute, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se rendait compte à quel point c'est complexe une forêt, à quel point c'est un écosystème en équilibre, et presque une famille. Vous savez, il y a les jeunes qui sont là, qui commencent à
pousser, qui ont besoin des plus vieux pour avoir l'ombre. Quand il y a un vieil arbre qui meurt, il fait de la lumière pour les petites plantules qui puissent pousser, il leur donne de la nourriture. Enfin, c'est vraiment un écosystème complexe en équilibre et voilà, c'est. On a souvent l'impression, les gens ont souvent l'impression que la forêt c'est quelque chose de figé. Donc on dit la forêt elle est là, elle est comme ça depuis des millions d'années. Et en fait non, quand on commence à étudier un petit peu les forêts, on se rend compte qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Il se passe plein de trucs en fait. Il se passe plein de trucs et il se passe plein de trucs dans le temps et la forêt elle a justement une capacité à s'adapter aux différentes conditions environnementales. Donc il va y avoir des espèces qui sont adaptées justement à pousser dans des conditions difficiles, donc dans ces lisières. Dans des milieux qui sont très secs, très ensoleillés, il va y avoir des espèces qui sont spécifiquement adaptées et compétitives pour pouvoir pousser dans ces milieux-là. À côté de ça, il y a des espèces qui ont vraiment besoin d'être dans un milieu très protégé, très humide pour pouvoir se développer. Et même au sein d'une forêt mature, il y a encore une dynamique à l'intérieur de ça, autour par exemple d'un vieil arbre qui va mourir. Et on va retrouver ces mêmes phénomènes qu'on peut retrouver en lisière qui vont se mettre en place à l'intérieur même d'une forêt. Donc en fait, une forêt, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Et encore, nous, on regarde majoritairement les plantes. Bon, là, dans Reliques, on a essayé d'intégrer justement un volet faune, mais je veux dire, c'est fascinant ce qui se passe dans une forêt au niveau des plantes, c'est fascinant ce qui se passe au niveau des animaux. Nous, on regarde ce qui se passe au-dessus de la surface du sol, mais si on avait la capacité de regarder en dessous, ce serait tout aussi fabuleux, parce qu'il y a toute une faune du sol qui va aussi... et des réseaux de champignons. Il y a des champignons qui vont permettre aux racines d'être en contact les unes avec les autres. Enfin, je veux dire, on dit que la forêt communique d'ailleurs, que les arbres communiquent entre eux. Probablement via les racines et via les champignons qui vont être capables de faire passer l'information d'un arbre à l'autre. Mais je veux dire, c'est un champ d'études infinies. Une forêt, c'est tellement complexe que, on aurait plusieurs vies pour réussir à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Merci à vous en tout cas de nous avoir partagé un petit peu de votre champ d'études et de votre quotidien. Ça donne envie d'en savoir plus. Je rappelle qu'on avait Vanessa Eke qui est botaniste à l'IRD et Philippe Birnbaum qui est écologue au CIRAD. Merci à tous les deux d'avoir partagé. Merci à toi Marie-Lynn. C'est la fin de cette émission, la Casemag à nos trésors. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur le site de Nouvelle-Calédonie La Première dans À nos trésors. Merci à Vincent Rigaud à la technique. Évidemment à vous, chers auditeurs, de nous suivre et d'être fidèles à La Première.